9h31, nous sommes dans Direct Investisseur et nous rejoignons en duplex Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Donc avec vous, on commence par un point macroéconomique, notamment sur les récentes décisions de la BCE et peut-être même de la Fed. Oui, en effet, je pense qu'il est important de saisir un petit peu ce qui est en train de se passer du côté des banques centrales, surtout que la semaine va encore être chargée avec de nombreux discours, que ce soit de Draghi ou des intervenants et des membres de la Fed. Donc on va avoir pas mal de mouvements autour des banques centrales. Et la semaine passée, nous avons déjà eu pas mal de choses, avec notamment une réunion de la BCE qui a non seulement maintenu sa politique monétaire, évidemment, mais qui a surpris un petit peu le marché par un ton qualifié de dovish, c'est-à-dire Mario Draghi qui continue à assurer les marchés d'une politique assez accommodante. Ça s'est tout de suite senti sur le différentiel avec la Fed qui, elle, au contraire, a augmenté ses prévisions de hausse de taux, qui est plutôt très optimiste sur la croissance et sur l'inflation. Et forcément, l'euro-dollar a accusé le coup avec notamment une baisse aux alentours des 1,15 pour l'euro-dollar. J'allais vous dire, Jérôme, les deux zones ne sont pas du tout dans la même situation économique. Les deux zones ne sont pas du tout dans la même situation économique et ni même dans la même situation politique. On a un Donald Trump très très agressif, c'est aussi l'un des catalyseurs majeurs des marchés à court et moyen terme. On a un Donald Trump qui s'agite, notamment face à la Chine et au commerce avec la Chine. Mais j'ai envie de dire, les dommages collatéraux sont du côté de la zone euro qui, engluée dans des problèmes internes, n'a pas du tout su faire entendre sa voix, n'arrive pas à réagir. On voit même l'Europe qui a baladé ce bateau de migrants qui ne savait pas où accoster puisque tout le monde se renvoyait la balle. L'Europe est incapable aujourd'hui de prendre des décisions et ça se sent tout de suite sur cette devise, l'euro, qui subit, plus qu'elle n'est soutenue, elle subit littéralement la politique des États-Unis et des autres pays qui l'entourent. Et ça se traduit par une baisse de l'euro qui n'est pas du tout de bon signe, contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire. Pour les industriels, cette baisse, elle est surtout le signe de la faiblesse politique de la zone euro. Et même si Emmanuel Macron en France avait un petit peu redonné, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut lui accorder qu'il a redoré un petit peu le blason de la France. On avait un espoir qu'il relance la construction européenne. Et il faut bien avouer qu'entre les élections italiennes et les tensions au sein du gouvernement d'Angela Merkel, où on a carrément le ministre de l'Intérieur qui a menacé de fermer les frontières hier, on voit bien que finalement Emmanuel Macron est plutôt l'exception qui confirme malheureusement pour l'instant la règle européenne. Les marchés sont maintenant rassurés quand même sur le risque politique en Italie. C'est sûr qu'on va difficilement trouver un consensus sur la politique migratoire avec l'Italie, mais au niveau de l'euro et de la dette italienne qui ont à un moment affolé les marchés, il me semble que ça c'est passé. Alors, effectivement, pour le moment, c'est passé. Le gouvernement italien actuel a su, et ça, il faut leur accorder, déjà a su faire une coalition assez improbable. Ça, c'est quand même la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont su rassurer effectivement rapidement les autorités européennes. Toutefois, le principal problème, ça reste quand même la démocratie, ces élections qui montrent des extrêmes monter un petit peu partout, ces tensions. Et puis, alors, je ne vais pas vous faire le chapitre sur Target 2 et les balances entre pays qui sont très très largement déséquilibrés, mais le risque il reste là. On a un système bancaire qui est quand même à risque et malgré tout, il ne faut pas croire que ça va être effacé par quelques déclarations. Le risque structurel de la zone euro est toujours là et l'euro ne fait qu'illustrer ce problème. De toute façon, on l'a vu avec Véronique Riche-Flores avant, lors de l'interview. Il y a un vrai ralentissement, non seulement dans la zone euro, mais surtout en Allemagne, qui est quand même la locomotive de la zone. Oui, alors je ne vais pas faire comme tous les analystes qui vous expliquent qu'ils avaient pronostiqué la météo d'hier, mais il y a quelques mois, j'ai annoncé que peut-être l'Allemagne avait mangé son pain blanc, effectivement, et que c'était sans doute pas le modèle à suivre, contrairement à ce que certains politiques voulaient nous faire croire. Le modèle allemand, il s'est basé sur des exportations avec une croissance chinoise à 2 chiffres. Ce temps-là, il est fini, ils ont bien joué le coup, ça c'est clair. Maintenant, ils n'ont peut-être pas forcément anticipé la fin de ce cycle, et l'Allemagne, elle a mangé effectivement, à mon avis, son pain blanc, et elle va souffrir, on le voit
dans les dernières enquêtes d'activité, on voit dans les dernières statistiques. On le voit également sur les résultats politiques. Angela Merkel qui est coincée avec une coalition là aussi assez improbable et qui devient de plus en plus difficile à manœuvrer. Donc effectivement, pour l'instant, la zone euro, elle est en panne et puis c'est tout. Et il faut espérer que ça se reprenne vite parce que l'Allemagne, la fameuse locomotive jusqu'à maintenant de cette zone, elle est en train de caler sérieusement. Juste un dernier point avant de passer aux indices. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce que je me pose comme question, c'est que dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, pour le moment, la Chine n'a pas brandi l'arme nucléaire qui tourne autour des emprunts d'État américains. Est-ce que ça, c'est une crainte du marché ou pas du tout, parce que finalement ça créerait un tel séisme côté États-Unis que la Chine ne peut pas d'un seul coup arrêter d'acheter des emprunts d'État américains ou en vendre une grosse poignée? En fait, la guerre commerciale entre la Chine et les USA, c'est les meilleurs ennemis du monde, c'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre. Et donc, effectivement, ils jouent un petit peu au chat à la souris, Donald Trump tape du poing sur la table. Là aussi, je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, mais sur certains points, il faudrait peut-être lui accorder qu'il n'a pas totalement tort. En même temps, la méthode n'est pas la bonne, mais sur le fond, il y a des vrais déséquilibres. Sur le fond, les déséquilibres sont là. Maintenant, sur la forme, on est très clairement sur un modèle qui n'avait pas été vu jusque-là. Il souffle le chaud et le froid. Mais encore une fois, Donald Trump, lui, il favorise les négociations bilatérales, c'est-à-dire qu'il veut pas négocier avec tout le monde à la fois, il veut pas faire des grands groupes, donc il négocie avec chaque pays qui a les moyens de se défendre et les moyens de lui donner ce qu'il attend. Alors la Chine, elle a du répondant, très clairement, donc en fait la guerre commerciale entre, encore une fois, les États-Unis et la Chine, c'est ni l'un ni l'autre qui vont vraiment perdre au change, c'est plutôt ceux qui n'ont pas les moyens de se faire entendre, comme nous, en ce moment, et ça pourrait devenir assez inquiétant finalement, ni pour la Chine ni pour les USA, mais peut-être plutôt pour la zone euro, qui est pris entre deux feux, et qui finalement n'arrive même pas à tirer son épingle du jeu, parce qu'il y aurait franchement des opportunités à tirer de cette lutte, si on était structuré, si on savait parler d'une seule voix. Oui, si on n'était pas en plus empêtré dans tous ces problèmes que vous avez évoqués internes à la zone euro. Alors, on passe un peu sur les indices. Donc, du coup, dans ce contexte, le Dow Jones, selon vous, on a atteint des plus hauts et il faut sortir, ou il y a encore un vrai potentiel de hausse? Alors non, le vrai potentiel de hausse pour moi il est terminé pour l'instant, très clairement. Il y a même plutôt eu un signal de vente sur les zones extrêmes touchées la semaine dernière. Donc et ça c'est valable pour tous les indices, que ce soit le Dow Jones aux États-Unis et aujourd'hui même les indices européens. Alors même s'il n'y a pas réellement de corrélation d'ailleurs entre les deux, on a vu les indices américains faire de nouveaux plus hauts ces dernières semaines alors que les indices européens veulent caler complètement, dû à tous les problèmes qu'on a évoqués jusqu'alors. Et puis on a le Dow Jones là qui qui se replie tranquillement. Pour moi, on est dans une belle tendance baissière. On a travaillé la semaine dernière plutôt des points de vente. Là, on va regarder un petit peu ce qui se passe parce que, alors pour donner un petit lueur d'espoir, j'ai peut-être été un peu négatif ce matin, mais il y a quand même les analystes qui ont revu et qui revoient à la hausse toutes les perspectives sur les actions américaines et sur les sociétés américaines. Donc ça pourrait donner un petit peu de support à court terme pour les indices américains. Le vrai souci là pour moi il est à nouveau et je ne peux rien, c'est comme ça, mais c'est sur les indices européens, notamment avec notre CAC 40 et le DAX, mais le CAC 40 principalement, qui on voit retracer son mouvement entre 5000 points et puis les 5650 touchés fin mai. On est revenu, voilà, vous avez le graphique que je vous ai envoyé un peu tardivement, alors je vous l'accorde, mais vous avez réussi à le mettre, je vous remercie. Non, mais on voit sur ce graphique les deux petites flèches rouges là qui indiquent la résistance à 5500 points. Et ce matin, l'ouverture en gap baissier avec cette petite bougie qui démarre et qui montre qu'on est en train de tester un vrai support clé aux alentours des 5400 points, 5380 points. Et donc, il va vraiment falloir surveiller cette zone. Et donc, cette semaine va être très intéressante à suivre avec notamment beaucoup d'interventions de banque centrale. Pour moi, tant que les 5500 ne sont pas dépassés, on va plutôt passer dans une phase de vente, une phase baissière, pour aller chercher 5350 et 5280 à court moyen terme. Donc on va plutôt chercher des ventes sur rebond pour les investisseurs un peu actifs. Pour les autres, effectivement, peut-être alléger quelques positions sur les actions. Pour les intervenants à plus long terme, ça peut être une bonne idée, en tout cas d'attendre un petit peu des replis plus significatifs
significatif pour rentrer. Donc aussi bien sur les marchés américains que sur le CAC 40, vous recommandez plutôt de rester à l'écart ou de vendre? Alors je vendrai plutôt les indices européens, je resterai plutôt à l'écart des indices américains. La vente, elle était la semaine dernière à court terme, c'est clair, il y avait un beau signal. Aujourd'hui, on va trouver du support, mais clairement, là, les indices européens sont en train de chercher des supports très très lourds et il va falloir quand même surveiller ça de près. Si on a une cassure à la baisse, ça peut aller très très vite. Et notamment, si les indices américains suivent la tendance, on va emmener les indices européens également à la baisse. Donc il faut garder un œil sur les indices américains, mais je privilégierai plutôt de travailler les indices européens à court terme. Alors autant sur le CAC 40, on n'est pas surpris, mais sur les indices américains, je sais qu'ils sont déjà à un niveau très élevé, mais l'économie quand même est à plein régime. Vous nous l'avez dit, les perspectives de résultats des sociétés sont revues en permanence. Finalement, qu'est-ce qui pourrait arrêter la hausse des indices ? Pour toutes ces raisons-là, c'est qu'on est déjà au top partout, qu'on a déjà que des bonnes nouvelles à intégrer, que les catalyseurs positifs vont quand même... certes, on peut avoir des résultats un peu meilleurs, mais les marchés, vous savez, ce sont des marchés d'anticipation et donc on est déjà au coup d'après. Donc là, on va déjà pricer ces nouvelles positives. Alors attention, parce que depuis 2 ou 3 ans, on a des marchés qui ne saluent que les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas inquiété, on a eu un Brexit, on a eu un Donald Trump, on a eu des tas de choses improbables qui n'ont pas fait chuter les marchés. Donc c'est pour ça que je suis très prudent et je vous dis, ne vendez pas pour l'instant, à part à faire des allers-retours court terme, et on n'est pas en période de vente des indices américains, très clairement. Par contre, la hausse me semble avoir un potentiel limité et on le voit depuis quelques jours, ça commence un petit peu à plafonner. Donc, attendre vraiment l'apparition de vrais supports pour y retourner. Mais les catalyseurs, justement, les catalyseurs positifs commencent un petit peu à manquer puisqu'on a déjà un peu tout pris en compte jusqu'à maintenant. On termine avec le marché d'échange donc et l'euro-dollar, avec l'euro qui a quand même franchi la barre des 1,16, qui est allé toucher 1,15 et quelques la semaine dernière à la suite des décisions justement de la BCE et avec la remontée du dollar plus que la baisse de l'euro, il me semble. Alors effectivement, on a vécu un grand moment, surtout moi, pour l'annonce de la BCE et de Mario Draghi, puisque j'étais en conférence en Italie. Et vous savez que l'Italie et Mario Draghi, c'est une grande histoire. Et l'Italie, la BCE et l'Allemagne, c'est une grande histoire. Et je me suis retrouvé dans une conférence où tous les Italiens scandaient le nom de Draghi pour faire baisser l'euro. C'était assez... je vous invite à aller voir sur Facebook, j'ai posté cette vidéo assez improbable. Et effectivement, on a vendu l'euro parce que voilà, Draghi, il a fait le job, il a mis la pression, il a assuré tout le monde que de toute façon les taux resteraient bas. Il y a en plus une inquiétude, donc l'euro il chute, il repasse sous les 1,16 même, et là il va falloir surveiller, vous voyez sur ce graphique la zone un petit peu rose que j'ai mis ici, ce qu'on appelle un overlap, une résistance qui devient support aux alentours des 1,15. Et bien il va falloir la surveiller de très très près car ça pourrait ouvrir un retour. On est sur les 50% de retracement par rapport à la vague de hausse que l'on a eu entre les plus bas de fin d'année dernière et les récents 1,25. Donc 50% de retracement, il va falloir se méfier. Si on passe dessous, ça pourrait redevenir un petit peu inquiétant et pourquoi pas aller rechercher la zone des indices à moyen terme. Donc prudence, et là beaucoup d'observations sur ce support qui va être vraiment un support clé. Vous avez un graphique hebdomadaire ici, donc assez long terme, mais il faut vraiment surveiller une clôture éventuelle hebdomadaire sous les 1,15 qui pourrait signaler plus de baisse à venir. Et alors Jérôme, si on reste au-dessus de 1,15 et qu'on reste dans la zone des 1,16, est-ce qu'il faut imaginer un scénario haussier jusqu'à 1,25 ? Alors, pour l'instant, le scénario haussier, pour moi, il est un petit peu écarté à court terme. Par contre, effectivement, si ce support réagit bien et qu'on voit des acheteurs se manifester aux alentours des 1,1450, 1,15, dans ce cas-là, un retour à 1,20 me semble probable pour aller chercher les 23,6 de retracement, la zone qui avait déjà fait support. Pour moi, c'est... Alors, 1,25 pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour étant donné le flux de news que l'on a aujourd'hui, mais par contre, acheter éventuellement un price action, c'est-à-dire une réaction de prix sur la zone des 1,15 pour aller rechercher 1,1750 et 1,20, ça c'est quelque chose qu'on va regarder d'un peu plus près effectivement. Merci beaucoup Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading.